À la lumière de certains projecteurs, notre chute nous fait parfois l'effet d'une déchéance. Où allons-nous ? Au métro des traumas, il y a toi qui attends. Une cigarette en moins et au cœur le destin qu'on appelle. Au tromé des tracas, seuls les rois chevauchent assez vite, assez loin pour rester attachés à leur selle folle cavalcade où tout tombe une par un. Turbulence affective, aventure effective, foulée les pavés Élysées, pavés de 14 ou Brest de 2016, tendre cendre de ce qui brûle sans tout à fait se consumer. L'amitié. Bruxelles, c'est toi. Même dans la grisaille, Bruxelles, c'est toi. Même dans la piste des fins de manif où dansent les diables. Nous ne croirons qu'en un diable qui s'applique à se beuler. Bruxelles, grande épicerie moderne, où fusent les désirs devenus clandestins, contrebande d'amour et de haine, où s'allume et s'éteint, au souffle chaud qui siffle l'amitié. Pour nous, la détresse, c'est pas la kermesse de la gare du Midi. Pour nous, la détresse, c'est l'immonde basilique où Michel s'est enfui. Bruxelles, c'est ça aussi. Cœur d'amant déchiré dans les nuits ixelloises et grand rire, grande phrase, tournure sournoise au cantique des cantines, toujours le brel aux lèvres, la clope au bec et l'espoir mis en bière, mais l'amitié. Et les ténèbres, coulisses de nos pudeurs qui hurlent en chœur, on vous emmerde, on boit à la putain. Sainte Marie, pleine de traces, que ton nom soit à t'oublier, d'excès en excès jusqu'à la victoire, et de Stella Artois conserver le comté, gravir le mont des arts et d'Elior régnir de citadelle, bâtie de sang, de guerre et de miel, où nul ne pourra venir troubler notre amitié. Alors, bienvenue à ce 3e cabaret des oiseaux, qui est né à peu près en même temps qu'Artillerie, vu que c'est le 3e opus. Artillerie, c'est né d'une volonté de quelques jeunes gens ici présents de dire un peu merde à l'état d'urgence sanitaire, c'est-à-dire que c'était vraiment la fin du 2e confinement, et on pouvait toujours pas faire des spectacles, on pouvait toujours pas faire des expositions, on pouvait toujours pas faire des soirées, donc du coup, à un moment, on a décidé qu'on allait en faire une. C'était encore un petit peu illégal, et puis à un moment, l'usage, il est resté. Et là, c'est le 3e opus. Le cabaret des oiseaux, c'est un truc assez simple, et c'est pour ça que finalement, ce thème-là, on l'appelle l'amitié, mais ça aurait pu être le premier thème. Le premier qu'on a fait, ça s'appelait Généalogie de la poésie. Le 2e qu'on a fait, c'était sur l'œuvre de Barbara. Vous connaissez la chanteuse ? C'est bien, hein ? Et là, on le fait enfin sur l'amitié, mais le cabaret des oiseaux, c'est une pratique de l'amitié, c'est-à-dire que on va chercher des gens qu'on aime, on leur demande ce qu'ils ont à dire, et puis à partir de là, on construit un spectacle. Là, aujourd'hui, on voulait vraiment poser le truc sur l'amitié, et pour introduire tout ça, je vous demande de faire quelques menus applaudissements pour Diana David, s'il vous plaît. Bonsoir. Il y a des amis et des amis, comme la pluie, qui arrivent au bon moment, au bon endroit, parfois, et parfois pas. Des amis et des amis qui te font rire, qui te font pleurer, qui te font vibrer. Il y a des amis et des amis.
Tu vois, ces amis, c'est un peu comme les bons slips qui te vont bien, que tu veux mettre tout le temps, que tu adores, qui t'adorent. Il y a des amis et des amis, comme les nuages que tu vois passer et dont tu te souviens. Et tu te souviens parce que tu les rencontres un jour, précisément le jour qu'il faut les rencontrer. Et qui se rajoutent à toi, à tout ton amour, à toute ton histoire, à ce que tu aimes, à ce que tu rêves, à ce que tu es, à toi. Il y a des amis, comme des bières, un peu trop amies, un peu trop bières, un peu trop vivantes, un peu trop qui dépassent, qui débordent, mais que tu aimes, parce qu'elles sont là, au bon moment, au bon endroit, quand il faut et quand il ne faut pas. Il y a tous ces amis et amies que tu aimes parce qu'ils sont eux et elles-mêmes, parce qu'ils sont juste là, quand tu pensais même pas. Il y a ceux et celles que tu aimes parce que juste tu les aimes avec ce qu'ils sont, avec ce qu'ils ne sont pas, parce qu'ils sont et ça te suffit. Merci. Quand on a commencé à se penser ce cabaret sur l'amitié, il nous a été posé une question fondamentale, à savoir en fait qu'est-ce que l'amitié. Et du coup, c'est une question sur laquelle la philosophie se casse la gueule, mais genre depuis 4000 ans. On s'est dit, mais est-ce que nous, on pourra la définir? Alors du coup, j'ai un peu recueilli des textes, j'ai un peu recueilli des avis comme ça, et puis je me suis demandé, mais quelles sont les choses qui permettent de résumer en fait ce qui m'a été donné? Et modestement, j'ai tenté de résumer ça en deux concepts. On m'a beaucoup parlé de présence amicale, mais on m'a surtout parlé d'absence amicale, à savoir d'amis qui ont été perdus, de promesses qui n'ont pas été tenues, de gens dont on se disait ce sera pour la vie, et puis en fait, c'était pas pour la vie, c'était pour 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on commence à partir de la présence, et après on ira voyager tranquillement, gentiment vers l'absence. Mais, tant qu'on parle de présence, il y en a un qui est pas très loin ici. En fait, l'autre jour, je regardais une interview de Charles Trenet. Enfin, c'était Charles Trenet qui interviewerait Georges Brassens, quoi. Et puis Trenet, il disait à Brassens j'arrive pas à croire que vous êtes vraiment là devant moi. Puis Brassens, il lui répond, mais vous savez que je ne suis jamais vraiment là. Bonsoir. C'est un cabaret à thème, je crois qu'on l'aura compris. Un thème, l'amitié. 2 sous-thèmes, dérive et errance. Un dispositif, le cabaret des oiseaux. Spectacle constitué de différentes interventions, différentes énergies concomitantes à un mouvement commun. On le sait, c'est connu, les oiseaux se déplacent en nuée. Et ils sont si bien coordonnés que la forme de cette nuée semble prendre une vie autonome, comme si réellement la somme de ces oiseaux qui dansent avait créé une entité qui était plus qu'eux. Et je me suis dit, cette beauté autonome qui se dégage, on pourrait la comparer aux accomplissements qui ne sont pas le fait d'un seul, mais d'un assemblage de forces liées par amitié. Mais peut-être je dérive, ou justement suis-je au cœur du sujet. À la dérive de la ville, sur les sentiers dépavés de nos scolarités, j'ai rencontré l'amitié. Ou plutôt, petites graines adolescentes au goût récalcitrant, nos cœurs errants se sont liés. C'est ce liant qu'on a appelé amitié. Mais il n'avait pas pour effet de guider nos errances dans une certaine direction, mais bien plutôt de leur offrir un ancrage, une assise, une certaine chaleur.
Les sentiers restaient conflictuels, mais il y avait désormais cette cohérence hétérogène, propre aux nuées d'oiseaux. Sur les sentiers dépavés de nos scolarités, je t'ai donc rencontré. Durant de longues et trop courtes années, nous avons dérivé ensemble, souvent, solitaires pourtant. Désormais, je n'ai rien à te dire que tu ne lises dans mes yeux. La belle fragilité de nos destins, la souffrance constamment cachée et les blessures du passé, la grande complicité des petits sourires et les clins d'œil à la dérobée. Tout ça se passe de mots et peut-être se dit en musique, au piano ou en chanson, à la guitare ou à l'accordéon. Nous avions tenté le monde entier à bout de bras, à l'épreuve de nos illusions passées. On est tombé, on s'est bien cassé la gueule, on a ramassé, t'étais là, toi, tu le sais. On s'est relevé, t'es resté, on a bien vrillé quand on y repense, on n'a pas lâché le combat, puis toi, t'étais toujours là. Il y a des moments, je t'assure, un ami, ça rassure. Pourtant, on se l'est jamais dit. Il y a des soirs où j'allais dormir dans ton lit. La cerne à l'œil, la clope au bec et les cheveux sales. L'esprit brumeux, les mots bizarres et les gestes gauches. La cerne à l'œil mais le regard vif. La clope au bec mais le sourire franc. Lèvres tremblantes, tu doutes et maladresse. La justesse de tes mots bizarres, l'acuité de tes gestes gauches et de tes belles intuitions parfois si mal placées. Mais la sublime naïveté, la sincérité de ton tact inexistant et la timidité maladive, générosité excessive, ta sagesse pessimiste et tes phrases qui restent en tête, ton amitié acérée. Ami, ma béquille, notre dystopie, mon lit de camp ou d'hôpital, d'Afalgan ou Tradonal, notre fantôme d'éther, la présence imaginaire, ma mélodie boiteuse, notre feu d'hiver, notre été de glace. Au milieu du désastre, une chaise roulante et un accordéon, un grand chapeau et des cheveux longs. Merci pour hier et bon anniversaire. La dernière fois que je suis monté sur scène, c'était en 1958. En fait, j'étais l'enfant Jésus dans une crèche vivante. C'est pour vous dire le boulot depuis, quoi. Alors, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée dans les années 70. Oh, le spot, là, c'est grave, quoi. Bon. Donc, je vous raconte une histoire qui s'est passée dans les années 70, 1970, hein, pas 1870, hein, 1970. Les années que tout le monde nous envie, nous les boomers, quoi. Hein. Parce que, en fait, c'est il y a 3 ans que j'ai appris ce que c'était un boomer. J'ai traîné mes baskets dans une ZAD dans le sud de la Belgique, en fait. Hein. Et il y a une petite Amazone vraiment sympathique qui m'a dit tu es le seul boomer qu'on n'a pas envie de voir crever. Et encore aujourd'hui, je me demande si c'est vraiment un compliment, quoi. Enfin, voilà, quoi. Bon, donc je vous raconte, c'est un passage de ma vie, donc c'est un peu, je me mouille un peu dans cette histoire. Je ne me déshabille pas, hein, on est d'accord. Donc, voilà. En fait, ça se passe au Gabon. C'est un pays de l'Afrique centrale, au niveau de l'équateur, côté Atlantique. Donc, c'est un peu ambiance, forêt.
un peu ce qu'on connaît du Congo, quoi. Donc on est dans la forêt, des petits villages de brousse avec des routes des pistes en latérite compliquées quand il pleut. Enfin, c'est un peu cette ambiance-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je pars avec... je commence au début, en fait. Hein. Donc, ma mère avait accueilli un ami de mon frère, un Gabonais, qui était en classe avec lui. Et donc, elle l'a accueilli à la maison et il a vécu avec nous le temps de ses études. Donc, moi, j'étais 2-3 ans plus jeune que le mec en question, qui s'appelle Henri, et qui était devenu un peu mon grand frère, quoi, quelque part. Et quand il a eu terminé ses études, il est retourné chez lui et je lui ai dit, je viendrai te voir un jour, quoi. Et là, ça s'est précipité parce que, en fait, comme l'école ne m'aimait pas, vous voyez cet endroit où on enferme les enfants, on ne sait pas très bien pourquoi, pendant toute la journée avec des inconnus. Bon, moi, ça n'allait pas du tout, quoi. Donc, à 17 ans, après Xème renvoi d'endroits comme ça, étranges, bon, je me suis retrouvé à vouloir voyager, donc je suis parti... Je me dis, je vais aller retrouver Henri chez lui au Gabon, quoi. Et donc, j'annonce ça à ma mère, j'avais 17 ans, la pauvre. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y a pas de téléphone. En Afrique, il n'y a pas d'adresse non plus. Hein. Donc, vous habitez un quartier, mais pas une rue ni un numéro. Donc, quand vous recherchez quelqu'un, vous ne savez pas où il est. Et vous ne savez même pas le prévenir. Hein. Donc moi, je n'ai pas pu prévenir Henri et je ne savais pas où j'allais. À part, j'allais à Libreville, la capitale du Gabon, et il m'avait dit qu'il avait des frères à l'UNIF, en fait. Donc moi, je dis, je vais débarquer à Libreville, je vais prendre un taxi, je vais aller à l'UNIF, et je vais chercher un de ses frères, je vais finir par le trouver, quoi. Et donc, ma mère me dépose à Zaventem, quoi. La pauvre, elle pleurait quand je montais dans l'avion, mais c'était grave, quoi, tu vois. Je me suis toujours demandé pourquoi elle pleurait à ce point-là. On est 6 enfants, quand même, en perdre un, c'était pas si grave que ça. Mais c'est parce que, en fait, j'ai appris ça des années plus tard, il paraît que j'étais son préféré, mais moi, j'ai jamais remarqué ça, quoi. Et vous savez pourquoi j'étais son préféré ? Où est-ce qu'il est, André ? Parce qu'en fait, quand j'étais bébé, je ne pleurais jamais. Même quand j'étais malade, elle m'a raconté ça. Bon. Donc, voilà que je monte de l'avion avec ma maman qui pleure. Et moi, j'avais la pêche, quoi. C'était trop, quoi. Alors, bon, 12 heures de vol quand même. Je débarque à Libreville, je me souviens, je descends de l'avion, on descendait sur le tarmac, quoi. Bon, j'ai rien à voir avec le mec que je suis aujourd'hui, là. Cette espèce de gros balourd, là. Je sais bien que vous êtes très inquiet pour la suite des événements, mais il faut savoir, j'avais 17 ans, des longs cheveux blonds bouclés avec une petite boucle d'oreille ici, et j'étais tout rikiki, en fait. Hein. Il faut bien voir le truc. Donc, j'arrive à l'aéroport de Libreville, je descends de l'avion sur le tarmac, et il faisait une chaleur de malade, quoi. Et moi, je croyais que j'étais derrière les réacteurs, quoi. Donc, j'avance, je dis, ça va passer, quoi. Je dois être derrière le réacteur de l'avion. Pas du tout. J'avance, il fait chaud à crever. Et pourtant, c'est... Allez, on est quoi, à 9h du matin, quoi. Donc... je prends un taxi, que le mec m'arnaque grave, quoi, 3 fois le prix. Mais c'était pas cher pour moi, quoi, par rapport à la Belgique, quoi. Parce qu'au Gabon, en fait, le taxi, c'est le prix d'un bus ici, quoi. Donc si le mec te fait 3 fois le prix, tu t'en rends pas compte. Donc je prends le taxi, il m'amène à l'UNIF, où j'ai dit, je vais chercher les frères d'Henri, quoi. Et donc... je descends du taxi, je le paye, je prends mes valises, et l'UNIF est en contrebas, comme ça, donc il y a l'entrée, et puis en fait, on descend, et
il y a les chambres, les bâtiments avec les chambres des étudiants, les salles de cours et tout ça, et moi je descends comme ça avec ma valise, tout courageux. Puis je me dis, bon, la première personne que je vois, je vais lui demander s'il connaît Henri. Il s'appelle Henri Metogo Anda. Donc, moi je descends, et il faut savoir, on est mi-juin, ils sont en examen en fait. Hein. Donc il y a des milliers d'étudiants dans cette unif. Et moi je descends comme ça, et puis le premier mec que je vois, je vais droit dessus, quoi. Je lui dis, est-ce que tu connais pas les frères d'Henri? C'est véridique ce que je vous raconte. Hein. Est-ce que tu connais pas des frères d'Henri Metogo, quoi? Le type me regarde et dit, mais je suis un de ses frères. Fouah, tu te rends compte de ça? Il y a des milliers d'étudiants, le premier mec avec qui je parle, c'est le bon, quoi. Alors ça a commencé vachement bien. Et donc, bon, il appelle son petit frère. Donc là, je fais la rencontre. Et là, on rentre dans l'histoire de l'amitié. C'est-à-dire que je fais la rencontre des deux frères d'Henri. Henri, c'est le pote de mon grand frère, en réalité. Hein. Donc moi, j'arrive et je fais la connaissance des deux frères d'Henri. Il y en a un qui s'appelle Max Albert et l'autre Roland. Hein, mais ça n'a rien à voir avec mon fils. Mais Max Albert va devenir le mec de ma vie, quoi. Le mec qui m'a décoincé sur tout, c'est la plus belle amitié de ma vie. Je m'excuse pour les autres, mais franchement, Max Albert, ça a été la rencontre de ma vie, quoi. Et je m'en suis pas tout de suite rendu compte, parce que c'est un petit mec d'1,50 m, un peu nerveux, comme ça. C'est pas le type chaleureux du premier coup d'œil, quoi. Mais lui, il m'a tout montré, en fait, hein, parce que moi, j'étais un garçon timide, je venais d'un milieu bourgeois, donc dès qu'on sort de notre milieu, on est perdu. J'étais déjà dans des milieux anarchistes, hein, j'avais déjà fait quelques manifs, quelques bagarres, mais j'étais timide. Ces gens m'ont décoincé comme c'est pas possible, quoi. Et ça, je dois le reconnaître, ça a influencé tout le reste de ma vie, hein. Et donc je suis à l'UNIF, je rencontre les deux frérots, ils m'amènent chez Henri qui habite dans les bas quartiers de Libreville, dans les petites maisons en tôle avec le soleil, tu as l'impression d'être dans une cocotte minute, quoi. Et moi, j'essaye de vivre comme ça une semaine avec Henri, mais ça n'allait pas, je me sentais mal, j'avais trop chaud, je commençais à tomber malade. Résultat, il me dit, ouais, retourne à l'UNIF avec les autres, quoi. Parce que les bâtiments de l'UNIF, c'est quand même un peu aéré, c'est plus sympa. Donc, j'arrivais pas à vivre dans ces bas quartiers. Après, ça a été. Hein. Mais là, la première fois, c'était trop dur, quoi. Je retourne à l'UNIF, et là, ça se passe super bien. Je suis avec les étudiants, ils sont drôles, sympas, très avenants, très à s'occuper de moi. J'avais jamais vu ça, des gens comme ça qui t'accueillent, qui s'occupent de toi, qui font attention, mais tu existes, quoi, tu vois. Tout à coup, tu te rends compte que tu existes, quoi. C'est pas possible, quoi. Tu vois. J'ai joué au foot avec eux. Alors là, moi, je croyais que j'étais un bon joueur de foot. Je me suis fait niquer. Les mecs, ils avaient une équipe de l'UNIF qui était en première division au Gabon, quoi. Et moi, il vient t'entraîner avec nous et tout. C'était pas possible. Bon, j'avais 17 ans, ils avaient 20 ans quand même. Des balaises, quoi. Chaque fois qu'on avait le ballon comme ça entre nos jambes, paf, moi je volais en l'air, mais enfin on a bien rigolé. C'était super, quoi. Et donc, voilà, je passe quand même quelques jours à l'UNIF, le temps qu'ils aient fini leurs examens. Je me suis fait bouffer par les moustiques, mais c'était incroyable. Donc, moi, je dormais dans le lit avec Max Albert, hein, mon ami, enfin, le gars qui va devenir mon grand ami, quoi. On dormait ensemble, et eux, ils ont l'habitude, ils dorment avec les moustiques qui les bouffent, là. Mais bon, les moustiques, le petit blanc, ils aimaient bien, quand même, hein. La première nuit, je me lève le matin, il m'a compté 100 piqûres de moustiques dans mon dos, sur mon ventre et tout. C'était l'enfer, quoi. Je me suis habitué, hein. Et donc, quand ils ont eu fini leurs examens, ça a été la migration vers le nord. Parce qu'il faut savoir, au Gabon, c'est un pays, la capitale s'appelle Libreville, il y a à peu près 300 000 habitants à la capitale, à l'époque, hein, maintenant c'est un peu plus, mais ils sont tous attachés à un village
quelque part dans la forêt. Même tous les gars de l'UNIF, pendant l'été, ils retournent dans leur village, en fait. Donc moi, j'ai participé à la migration. C'est-à-dire, à un moment donné, on a fini les examens, on va à la gare routière, on choisit un taxi brousse et on démarre, quoi. Et donc, moi, je suis parti avec eux dans leur village. C'est un village du Nord, près d'une petite ville qui s'appelle Bitam. Et en fait, on fait 600 km dans la brousse, quoi, sur des pistes en latérite, quoi. Et s'il pleut, c'est galère totale. On est dans des bourbiers, des trucs de fou. Alors, les taxis brousses, c'est des pick-up, quoi. Hein? Donc, une voiture avec une plateforme à l'arrière. Donc, on monte derrière, quoi. Dans le pick-up, avec tous les gens qui partent, les mamans avec leurs poules, leurs cochons, leurs enfants. Et puis, on ne sait pas avec qui on va se trouver, quoi. Et en fait, il y a une super bonne ambiance, comme c'est un pays où il y a très peu de monde. Il faut savoir que les gens sont très avenants. Tu as l'impression que tu connais tout le monde, tu peux parler avec qui tu veux, ça se passe bien, ça rigole. C'est super chouette, quoi. Ils sont très cool. Et donc, on s'est tapé comme ça, 600 km. Donc, ça nous a pris à peu près 12-13 heures, quoi. On a été coincés dans un bourbier, on a dû passer la nuit à un moment donné, compliqué, et puis on est arrivé au petit matin dans le village de Max Albert et Roland. En fait, Max Albert s'appelle Max Albert parce que son père s'est battu contre les Allemands en 1940 au Gabon, quoi. Donc, le Cameroun était allemand, donc pendant qu'il y avait la guerre chez nous, les Allemands du Cameroun se sont mis sur la gueule avec les Français du Gabon parce que le Gabon, c'est une colonie française. Donc, ils ont exporté la bagarre dans leur colonie. Et donc, le papa de mon ami Max Albert s'est battu avec les Français. Et Max s'appelle Max Albert parce que c'est le prénom du général pour qui son père s'était battu, quoi. Enfin, un truc, il faut le faire, quoi. Et donc, moi, j'arrive au village le matin, là, en question, après 12 heures de route. Et on est accueillis, mais vraiment, je dis, c'est quoi ce truc, quoi? Tout le monde sort des cases et tout ça, ça commence à danser, à hurler et tout. Enfin, moi, je comprenais rien, j'avais jamais vu un truc pareil. Bon, il faut quand même... Max et Roland, c'était un peu les enfants prodigues, c'est les mecs qui étaient à l'UNIF, quoi, quand même. Ils venaient d'un petit village de Brousse, là, donc quand ils débarquaient, c'était quand même la fête, quoi. Et donc, et puis on m'accueille et tout, et machin, et puis bon, il faut savoir que je suis le fils de la dame qui a accueilli leur enfant pendant 3 ans, pendant qu'il était en Belgique. Donc, il y avait un truc de famille, quoi. Ils s'attendaient jamais à me voir, et puis... à travers moi, ils avaient envie de remercier mes parents. Enfin, tu vois, il y avait un truc très fort, quoi. Et donc, les embrassades, les machins, tout le monde qui sort. Enfin, c'était magnifique, quoi. Et puis, je rentre dans la case de la maman, quoi. Donc, le papa, c'est un polygame. Il a 5 femmes. Et donc, il a sa maison devant. Et puis, il y a 5 cuisines derrière de ces 5 femmes. Le mec a 40 gosses, hein, je vous dis tout de suite. Donc, c'est... quelle ambiance, quoi. Et puis, donc, moi, je rentre dans la cuisine de la maman de Max Albert et Roland. Et alors, je vois un univers de fou. C'est difficile à comprendre. Bon, on est entre 2 mondes, en fait. C'est-à-dire que il y a des gens... Je suis pas trop long, là? Ça va, ou... Non, mais franchement, il faut le dire, hein? Bon, donc... non, mais je suis dans ma vie, donc il y a des détails, quoi. Peut-être que je dois aller plus vite. Mais donc, moi, je rentre dans la case de la maman de Max et Roland, et cette femme va devenir ma maman en réalité, hein. Parce que, évidemment, cette histoire va évoluer. Je vais finir par être un des fils de la famille. Et donc, j'aurai... C'est ce qu'il y a de particulier dans ma vie, c'est que j'ai 2 familles. Donc j'ai une famille gabonaise avec mon père et ma mère, et puis j'ai ma famille d'ici. Mais je suis vraiment entre les 2 mondes.
parce que j'ai continué à les voir, j'ai fait des tas de choses avec eux, donc ça s'est vraiment imprégné, quoi. Donc je rentre dans la cuisine et là, bon, le sol en terre battue, 2 feux par terre avec des pierres sur lesquelles on met les casseroles et des espèces de bancs en bambou, comme ça, assez larges, où on peut faire la sieste, une ambiance en fumée, les murs en torchis, la toiture en raffia, du palmier tressé, comme ça. Mais en même temps, je veux dire, on n'est pas au Moyen-Âge, quoi. Moi, je suis au milieu de gens qui sont habillés comme moi, hein. Ils ne sont pas avec des pagnes à moitié nus. Non, non, pas du tout, hein. On est dans un monde moderne. Les gens sont habillés comme nous, quoi. Mais simplement, ils sont encore entre 2 mondes. Ils ne pratiquent pas l'élevage, mais ils cultivent, donc ils chassent en forêt. La source de viande, c'est la chasse. Et ils ont quelques animaux dans le village, des chèvres, des cochons, mais ils ne les mangent jamais parce que ça sert de troc dans des arrangements, dans des dots avec le mariage. Ces cochons et ces chèvres se baladent partout, mais dans des échanges, mais on ne les mange jamais, quoi. Et donc, eux, ils chassent en brousse. Et donc, moi, je rentre, je m'installe, on me sert à manger, et puis je regarde un peu au mur, et je dis, oh merde, c'est quoi ce truc ? Il y a une tortue qui pend au mur, la tête en bas, comme ça. Donc, quand ils attrapent une tortue, comme ils n'ont pas de frigo, ils font un lien avec les 2 pattes arrière, ils mettent un clou au mur et ils pendent la tortue pendant une semaine, la tête en bas, pour savoir jusqu'au moment où ils vont la manger, quoi. Bon, le lendemain, ils avaient attrapé un pangolin dans leur piège, et le pangolin, il était vivant parce qu'un pangolin, ça a plein d'écailles, on ne sait pas tuer ça. Donc, les mecs, la maman, elle balance le pangolin dans l'eau bouillante dans la casserole et elle tient la casserole, le couvercle, et le pangolin saute pour essayer de sortir et il meurt noyé dans l'eau bouillante, quoi. Tu vois, des trucs comme ça. Et en même temps, j'étais là, occupé à me dire, si ma pauvre maman africaine voyait comment on traite nos vaches dans les abattoirs, ici, je crois qu'elle serait horrifiée, quoi. Les vaches pendues, à moitié éventrées, avec la tête en bas, enfin, c'est l'horreur, quoi. Donc, je veux dire, chacun son monde, quoi. Et donc, j'ai passé 2 mois avec eux. Donc, tous les enfants étaient rentrés de l'école, ou de l'UNIF, ou du collège, et tout le monde était au village. Et alors, on en profitait pour faire les mariages, les retraits de deuil, et toutes les fêtes, quoi. Donc, moi, j'ai eu la chance de participer à tout ça. Et j'ai fait des rencontres absolument incroyables. Et petit à petit, je sentais que je faisais partie de la famille, avec mes sœurs, mes frères, mes parents. Et puis j'ai fait la rencontre de mes oncles aussi. Et c'est là où je voulais en venir, parce que c'est là que j'ai rencontré un type, le mec le plus extraordinaire. Enfin, il a tout bouleversé pour moi. C'est un mec qui avait un sens incroyable de la liberté. J'ai jamais vu ça de toute ma vie. C'était mon oncle. Donc il est devenu mon oncle par affiliation. Et en fait, il faut savoir que c'est chez les gens du Nord, qu'on appelle les Fons, c'est une tribu, quoi. Ils ont un rapport, particulier avec. Il y a une espèce de hiérarchie qui fait que les oncles maternels, donc les frères de la maman, surveillent le père, quoi. Vous voyez, c'est très subtil, hein. Donc le mec, il peut pas faire n'importe quoi avec ses gosses parce qu'il y a les frères de sa sœur qui le surveillent. Et c'est très, très intéressant. Et du coup, les enfants deviennent copains avec leurs oncles maternels. On devient des amis, quoi. Et c'est comme ça que j'ai rencontré un mec qui s'appelle Elébé, qui est devenu mon oncle et qui m'a tout appris là-bas. Mais là, ce sera pour un autre épisode. Parce que, voilà, l'histoire commence à être vachement longue. Mais
Je vous laisse non, mais ce sera pour un autre épisode. Si ça vous intéresse, je vous raconterai la vie d'Élébé. Un personnage incroyable. J'ai plus pleuré quand il est mort que quand mon propre père est mort, en fait. Tellement qu'il m'avait bouleversé, ce type, quoi. Et voilà, j'ai passé 2 mois avec eux, et puis il fallait que je rentre. Donc je savais plus qui j'étais déjà, hein. C'était fini, quoi. Et le jour de mon départ, on a fait une grande fête et on a bu plus que de coutume. Et on a pris la voiture du père qui était une espèce de pick-up Toyota à moitié déglinguée avec un frein à l'avant qui marchait pas trop. On est tous montés là-dedans complètement bourrés. Et les enfants, derrière, Max Albert aussi, derrière, pas de chance. Et moi j'étais devant avec Henri et Roland et j'étais au milieu. Et ça m'a sauvé parce que premier tournant, alors qu'on lui avait dit qu'il ne pouvait pas freiner parce que les freins ne marchaient pas, le type freine, la bagnole se renverse. On a fait un double tonneau, un truc de malade. Ça a fait boum, 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 8 fois. Les mecs qui étaient derrière ont été balancés dehors. Et moi, j'étais coincé entre 2 balaises comme ça, donc il ne m'est rien arrivé, quoi. Et puis alors, bon, voilà qu'on descend, il y a de la fumée, on ne sait pas quoi faire, on va regarder comment sont les autres. Et comme Max était bourré et qu'il n'avait pas réussi à sauter comme les autres en bas au moment de l'accident, il a tout subi, quoi. Et donc le Max, il était là, par terre, dans les herbes, sur le bord de la route, plein de sang, avec la gueule ouverte, et on ne savait pas quoi faire, quoi. Et moi, on a arrêté une bagnole qui est arrivée une demi-heure après, parce qu'il y a très peu de monde sur ces routes. Et on est parti sur la petite ville, à Bitam, où je devais prendre l'avion. Et moi, je suis rentré... on l'a rentré à l'hôpital, on ne savait pas s'il était mort ou vivant, enfin un truc de fou. Ça, c'est la fin de mon voyage. Et je monte dans l'avion et je ne sais pas si mon pote est vivant ou mort, quoi. Et ça a été terrible parce que j'ai pleuré dans l'avion. Pendant tout le trajet, j'ai pleuré. Et j'ai dû attendre 3 mois avant d'avoir des nouvelles du mec. Donc pendant 3 mois, je n'ai pas su s'il était vivant ou pas. Voilà. C'est bon la chute ou c'est moche? Briser tout en génération. Donc jusqu'ici, on a évoqué la présence de l'amitié, c'est-à-dire que tout ce qui a été évoqué, c'était des êtres de chair qui étaient là au bon moment, qui sont toujours là, et puis maintenant, en fait, on va commencer à évoquer ceux qui sont partis. Parce qu'une des grandes réalités de l'amitié, c'est l'absence. On a tous ici des amis dont on pensait que ce serait absolument, résolument, éternellement pour la vie, et dont en fait c'était pas vrai. Dont on a cru qu'on se tiendrait les promesses qu'on s'était dites, et puis les promesses on les a jamais tenues. Du coup on va évoquer cette absence avec un texte d'un gars qu'il est un peu étonnant d'évoquer ici, mais qui s'appelle Gilbert Bécaud. Je ne sais pas si vous connaissez. Vous connaissez? Non? Il n'y a aucune personne qui connaît Gilbert Bécaud ici. Ah, madame, quand même, a un peu de culture. Heureusement que vous êtes là, madame, parce que sinon, on serait contre un culte ici. Comment s'appelle le texte?
L'absent de Gilbert Bécaud. Qu'elle est lourde à porter, l'absence de l'ami, l'ami qui tous les soirs venait à cette table et qui ne viendra plus. La mort est misérable qui poignarde le cœur et qui te déconstruit. Il avait dit un jour, lorsque je m'en irai vers les lointains pays au-delà de la terre, vous ne pleurerez pas, vous laverez vos verres et vous boirez pour moi à mon éternité. Dans le creux de mes nuits, bien sûr, je voudrais bien boire à son souvenir pour lui rester fidèle, mais j'ai trop de chagrin et sa voix qui m'appelle se plante comme un clou dans le creux de ma main. Alors je reste là, au bord de mon passé, silencieuse et vaincue, pendant que sa voix passe, et j'écoute la vie s'installer à sa place qui pourtant demeure abandonnée. La vie de chaque jour, aux minuscules joies, veut remplir à tout prix le vide de l'absence, mais elle ne pourra pas, avec ses manigances, me prendre mon ami pour la seconde fois. Elle est lourde à porter, hein, l'absence de l'ami. Elle est lourde à porter. Alors on va rester dans le thème. Bonsoir. Ce sera bref. Hein. On va rester dans le thème de l'absence et finalement avec un répertoire qui parle aussi, enfin, je pense à la plupart d'entre nous, peut-être encore même plus peut-être que Gilbert Bécaud. Moi je dois commencer par une petite confidence, c'est que comme beaucoup de gens de générations différentes, de milieux différents, de sensibilités politiques parfois très différentes, il se fait que j'aime bien les Beatles. Je ne sais pas si c'est le cas de quelques personnes ici. Et le fait est qu'il y a 1000 manières de raconter cette aventure musicale, qu'on le veuille ou non, importante dans l'histoire de la musique occidentale du XXe siècle, et que celle qui, moi, me touche le plus, c'est sans doute celle de l'amitié, puisque c'est d'abord une histoire d'amitié, c'est aussi l'histoire d'un succès finalement assez organique, comme ça pouvait encore être le cas parfois à l'époque, comme c'est encore le cas maintenant avec des gens comme Jul, par exemple, et d'autres. Les Beatles, ce ne sont pas un produit de maison de disques, et c'est avant tout une histoire d'amitié, et en particulier entre deux gars de 15 et 16 ans qui se rencontrent à une fête de village à Woolton, près de Liverpool, John et Paul, qui deviendront les meilleurs amis du monde, et une amitié qui sera, avec le temps, un peu abîmée, balafrée, par la pression, par le business, par l'argent, et puis par la vie qui change, tout simplement. Le 8 décembre 1980, John Lennon est assassiné au bas du Dakota Building à New York par un fan fou qui avait fait le voyage depuis Hawaï pour tuer son idole. McCartney, évidemment, accuse le coup, très fort, et il écrit 1 an plus tard une chanson qui est comme une sorte de conversation imaginaire qu'il aurait eue avec John. C'est l'occasion pour lui de lui dire des choses qu'il n'avait pas eu l'occasion de lui dire, justement, puisque la distance s'était installée entre eux alors qu'ils étaient pendant des années les meilleurs amis du monde. Cette chanson, elle s'appelle Here Today. I say, I really knew you well, what would your answer be if you were here today? Here today. Well, knowing you, you'd probably love and say that we were worlds apart. If you were here today. Here today. But as for me, I still remember how it was before, and I am holding back the tears no more. No, no, no. I love you. Ooh.
What about the time we met? But I suppose that you could say we're playing hard to get. Never understand a thing, but we could always sing. What about the night we cried? Because there wasn't any reason left to keep it on inside. Didn't understand the word, but you were always there with a smile. And if I said I really loved you and was glad you came along, for you were here today, for you were in my song. J'aime bien les Beatles. Il a fait ça juste pour me faire chier parce que je déteste ce truc. Il y a ceux qui sont encore là, mais que le voile d'un impénétrable ailleurs embaume, et l'on s'interroge. Comment se sont perdus les sourires spontanés, les bras qui se tendaient pour que deux corps s'enlacent, la confidence du soir autour du feu. Comment l'amour laissa place à la violence qui laissa place au silence. Nous voici liés par l'abysse et le néant. Nous voici liés par un futur avorté, liés par ce qui aurait pu advenir. Voici la lumière du jour et des perspectives qui, à présent, ne signifient plus rien. Bonsoir. Je vais vous lire un poème que j'ai écrit. Ça s'appelle « À mon ami ». Nous ne nous parlons plus. Peut-être est-ce normal. Le temps est un tout, rend toute chose banale. Nos regards sont fuyants, nos jugements acerbes, nous guettons nos brèches pour nous ruer dedans. Toute parole gronde d'un reproche ou d'un regret, plus aucun échange ne nous contente pour ce qu'il est. Nous nous noyons dans la foule, dans les drogues et l'alcool, tout est bon pour dissimuler nos anciennes affinités. Dans l'eau de la mondanité, nous plongeons notre chagrin de ne plus se parler, surtout de ne se dire rien. Nous creusons le fossé. Aucun de nous n'aura le courage de commettre l'irréparable, de le pointer du doigt, de dire « La fosse est là, où gît le corps sans vie de ce qui nous liait. Ses membres sont déchiquetés, ses organes sont corrompus. De notre amitié, ayons pitié. Enterrons cette carcasse et, selon le courage qu'il nous reste, allons notre chemin. Ici reposent nos restes. » Profonde est ma tristesse, patiente sera ma vengeance. Bien sûr, les êtres entrent incertains dans la vie, bien sûr. Chacun cherche à combler l'étrangeté fondamentale qui l'habite. Lui, il était petit, maigre,
et une tache de vin d'un Bordeaux sublime faisait pour lui office de carte d'étrangeté. Et combien il fut moqué, combien on s'éloigna de lui pour ce simple apparat qui n'était ni de son fait, ni de son choix. Combien son étrangeté à lui était visible sur sa gueule. Comme on est de la mauvaise couleur, de la mauvaise ethnie, je l'ai toujours appelé JB. Et je me souviens, quand moi-même, chien de la ruine, me traînant de mon dernier souffle à Notre-Dame-des-Landes, combien je me souviens l'avoir vu arriver avec Damien. Damien qui traînait derrière lui une famille de chèvres pour qui il passait pour chef de meute. JB l'accompagnait et il me dit simplement « Salut, bienvenue, c'est quoi ton nom ?» C'était à l'heure d'un bison futé, déjà dégradé. À l'heure d'une ZAD bientôt expulsée, il m'avait dit, simplement dit « Bonjour, c'est quoi ton nom ?» Puis on s'est découvert des amis, des histoires, des espoirs communs. Puis on s'est découvert un désespoir qui nous avait conduit là, à 20 km de Nantes, à défendre les chênes tauzins, les tritons, le bocage, toutes les camilles du monde, la zone non motorisée, le Far West, et puis des amitiés de fortune qui traînaient jusqu'à la gare en robe de bure. Je l'ai toujours appelé Jean-Baptiste, c'était son nom. Et toujours je le vis comploter des plans tordus pour rendre autonome toute zone autonome en papier ou en imprimerie. Et toujours je le vis tenter de créer un truc un peu mieux que ce monde de cons. Et toujours je le vis sourire, malgré tout ce que la vie lui avait déjà infligé. L'éloignement d'avec qui il aime, l'envie de recommencer, de tout recommencer pour réparer ses fautes, l'envie de tout brûler pour reconstruire un monde à l'image de l'amour qu'il n'avait pas su donner à qui il aurait dû. Et toujours, je le vis tenter d'apaiser la violence qu'il avait par hasard et puis souvent par bêtise, parfois causée dans sa vie. Et toujours, je le vis défendre ce qu'il y avait de plus petit. Et toujours, je le vis tenter de concilier l'inconciliable. Il avait le visage émacié d'un diable qui désespère de devenir ange. Et ce fin sourire en coin qui s'excuse d'être un peu triste. Il offrit aux autres sa vie parce qu'il ne savait plus se l'offrir à lui-même. Il offrit aux autres sa vie parce qu'il ne pouvait pas concevoir qu'un monde aussi con soit le théâtre de l'existence de qui que ce soit. Je sais, moi, ce qu'il a tué. Et je ne tairai rien de cela car la haine profonde et juste m'habite face à telle mort. Il était de ceux qui étaient prêts à risquer la prison, la mutilation, la mort pour empêcher le désastre d'avancer. Il avait mis son corps et son esprit en jeu quand d'autres se contentaient, et avec orgueil, de petits éco-gestes. Il était de ceux qui étaient prêts à renoncer au confort pour conserver une parcelle de beauté dans un monde de laideur. Il était de ceux qui ont connu la répression, la rumeur, la paranoïa. Il était témoin des mains arrachées, des tranquillités à jamais perdues, témoin des parloirs, témoin des trahisons, furieux des grands soirs qui ne viennent jamais. Chanteur au bœuf de la boîte noire, enfant de chœur d'un cantique qu'il prétendait ne plus boire, il était d'une génération qui voulait sauver ce qui peut l'être et qui s'est détruite pour ça. Je sais, moi, ce qu'il a tué. Je n'ai pas le détail maintenant que j'écris au cœur de mon insomnie ce billet à son hommage. Je n'ai pas le détail. Une bagarre, m'a-t-on dit. Et le connaissant, lui, guerrier comme peu le sont, je sais qu'il s'est laissé faire. Il ne se battait que contre ceux qui voulaient enlaidir le monde par la marchandise, la précarisation, le bulldozer et le béton. Et la camaraderie était pour lui rien qu'un petit rien à portée de mots, à portée d'amitié, à portée de guitare, à portée du chant de ces chiens qui chantaient avec nous sous la nuit sans lune des lentes, l'éternité d'un ailleurs à créer ici et maintenant. Il portait en lui la douleur de voir combien les gens se contentent de la vie telle qu'elle leur est donnée. Il portait avec lui,
en lui, en de nombreuses causes, ce vertigineux désir de créer un ailleurs au milieu d'un ici, désespérément ici. Floréal, Arennes, Notre-Dame-des-Landes, Arlon, tant de tentatives amères et sublimes. Je sais, moi, ce qu'il a tué, et je sais qu'il ne voudrait pas qu'on le taise. Il fut, comme nous le sommes tous, assassiné d'étrangeté et de désespoir. Il fut spectre, paranoïaque, flingué de rumeurs de restriction, spectre paranoïaque, flingué d'expulsion et d'injustice. Et déjà, avant même que l'on m'annonce son dernier voyage vers l'ailleurs véritable, ce monde, celui de la marchandise, l'avait amoindri, cassé, détruit, fatigué, et tous ces ailleurs qu'il avait contribué à créer étaient devenus pour lui une prison dont il ne savait plus sortir. Labyrinthique et circulaire, éternel et infernal. Je sais, moi, ce qu'il a tué bien avant qu'il ne décède. Il est mort d'errance et de fatigue. Il est mort de cette totalité qu'il avait épuisée et contre laquelle il s'était promis de lutter. Il était pour la vie, pour les fleurs, les étourneaux par centaines dans les cimes des lentes. Il était pour l'amitié, l'amour, la beauté. Il était pour ce qui n'a pas encore été inventé. Il était pour, infatigablement pour. Il était pour la dignité malgré l'enfer. Il était contre le béton imposé par le fer. Il était contre l'arbitraire et pour cela, l'arbitraire le ravit. Il finit errant, fantôme, dans un monde fantomatique. Et malgré ça, il n'en finissait pas de s'excuser. De s'excuser d'être, de s'excuser d'exister, de s'excuser de déranger, de s'excuser, lui qui avait définitivement choisi de vivre pour autrui depuis qu'il ne savait plus vivre pour lui-même. Jean-Baptiste, tu étais irrémédiablement pour. On t'enterre dans 10 heures et je pleure. Je pleure, putain, parce que les cons sont toujours debout, parce que les cons s'en foutent et continueront d'être cons, tandis que contrairement à tes hésitations, à ta manière de douter du fait que tu doutes, eux, ils continueront à détruire et à rire, à détruire la beauté et à rire de qui dit que ça suffit, à rire de qui proclame que putain, la vie, ça pourrait être juste un tout petit peu moins con. Juste un peu moins con. Et qu'il reste, putain, qu'il reste tant de choses à défendre malgré tout. J'irai à Roanne me promener avec ton souvenir. À ta santé, je boirai les fonds de fût de la Wardine. À ta maladresse, je danserai dans les hangars de la Grée. Après t'avoir pleuré comme toi, je repartirai en guerre. En guerre par amour de ce qui vit encore. De ce qu'on n'a pas encore détruit. Et je chanterai à tue-tête ce putain de chant. Ce chant qui t'éveillait dès les premières paroles. Oui, JB, les mauvais jours finiront. Et gare à la revanche. Bonsoir tout le monde. Je vais vous présenter un texte qui parle de l'amitié et de la danse. Je vais vous présenter un texte que j'ai écrit sur la vie d'un mort qui parle de l'amitié et de la danse. Souvenons-nous mes amis, remémorons-nous pour quelques instants ces dernières années de cendres et de brume dans lesquelles on a su se noyer. Dans nos métropoles barbares, l'usage véritable de son propre corps et la liberté de ne pas être piloté une seule minute de sa vie s'était alors entièrement évaporée, comme au soleil, sous les rayons de nouvelles années de plomb. Dans ces années, ce pouvoir malade qui nous gouverne toujours a su rendre réel un nombre invraisemblable de scénarios dystopiques qu'on aurait toujours imaginé tantôt dans l'imagination d'un piètre réalisateur à Hollywood, tantôt au sein de dictatures du passé. Durant ces années, ce pouvoir a su substituer un nombre inimaginable de vérités sensibles par leur mise sous tutelle. À la vie du corps,
on a substitué son codage et sa science statistique, sa prison de nombre. À la balade, à la découverte de l'errance et au plus simple mouvement du corps, on a substitué l'assignation à résidence. Et selon cette vieille logique du travail salarié, on a mangé le temps de chacun, de sorte que personne ne se souvienne plus de ce qu'est l'intérieur, de ce qu'est l'extérieur, de ce qu'est la place publique où on peut danser ensemble, danser comme porté par un seul cœur. Ces années-là, vous dis-je, ont mangé le cœur des gens et le temps du cœur. Ce temps, prenons-le quelques instants, je voudrais vous présenter un homme du passé dont la vie résonne à nos peines, à nos plaisirs de ces dernières années. En 1828, la contre-révolution bat son plein en France. Les vainqueurs de Waterloo mènent les institutions sévèrement avec l'exemple du prix à payer. On parle de l'usurpateur encore, la France de Louis XVIII fonde un nouvel ancien régime. On se défie du protestantisme pour enterrer l'Empire. L'Église catholique est remise au centre du village et la danse au diable Vauvert. Les plus petites libertés sur tout le territoire semblent s'égrener comme un chapelet. Un petit village de Touraine en est le cas concret, le miroir de l'époque en un sens, Azaï-sur-Cher, à 10 km de Tours, qui s'est vu amender d'un décret préfectoral empêchant quiconque de danser encore le dimanche sur la place du village. La cause principale de pareilles interdictions, quelqu'un le dit, essaye en tout cas, par-dessus le boucan d'une seconde restauration qui peine à trouver ses bases en la personne de Paul-Louis Courier. Héritier d'un domaine terrien sur les bords du Cher, mais surtout auteur du pamphlet des pamphlets et principalement de la pétition pour quelques villageois que l'on empêche de danser. C'est en ce contexte d'interdit perpétuel, de flicage du monde, que sont rassemblés ces textes critiques enflammés dont il succombera par la suite comme trop bon défenseur d'un dimanche profane des joies du peuple. L'indépendance et la droiture de ce vigneron pamphlétaire, assez irascible, avaient de quoi inquiéter les puissants. Paul-Louis Courier, inquiété par la justice royale parfois, ridiculisé dans la presse locale souvent, échappera toujours aux troubles et aux tentatives d'anathème. Ce n'est qu'à l'issue d'un complot vengeur et politique, mené par quelques-uns de ses anciens employés, qu'il finira par rejoindre les vignes du Seigneur, quelques années plus tard, mort assassiné dans ses bois, un soir d'avril 1825, tandis que le sommeil de la raison continuait d'engendrer des monstres. L'ivresse du vigneron, c'est son pamphlétisme d'ivresse. C'est l'éclatement de l'ordre du jour. Et au jour de sa vie comme de sa mort, sous l'ancien régime mourant, sous l'empire zénite, et sous les deux restaurations, Courier disait haut qu'il conspuait les zélés de toute institution, du jeune curton réprobateur de conscience au vieux gradé de l'armée réformateur du corps. Aucune institution n'est pire que son époque, et sous peine d'être pendue, il ne faut pas devancer son siècle. Et ce siècle, avec ses défenseurs, est de fait particulièrement rétrograde. Bonnes gens, n'oublions plus, les règles faites par eux détachées de la terre, et comme du fumier regardant tout le monde, ne conviennent point à nous qui avons ici-bas et famille et chevance, comme dit le bonhomme, et malheureusement tenons toujours à ces choses. La danse du dimanche, les villageois ne pourraient supporter d'y renoncer. Quand on leur a supprimé ce droit, comme à Azaï, ils sont partis danser à Véretz ou bien sur les bords du Cher, toujours plus loin. Voyez, on entend, on sent, la logique du contrôle se renforce toujours plus à l'aube d'un monde industriel quadrillé et contrôlé. Et celui qui fut annoncé par ces contre-révolutions, nous comprenons vite que c'est le nôtre. Peu importe donc les solutions de fortune accommodantes face à la prohibition des joies. Le fait est là. Et il entre peu à peu dans toute la société, il contrôle peu à peu chaque endroit de communauté. Les gendarmes se sont multipliés en France, bien plus encore que les violons, quoique moins nécessaires pour la danse. Nous nous en passerions aux fêtes du village, et à vrai dire, ce n'est pas nous qui les demandons, mais le gouvernement est partout aujourd'hui. Et cette ubiquité s'étend jusqu'à nos danses, où il ne se fait pas un pas dont le préfet ne veuille être informé pour en rendre compte au ministre. Ce principe de contrôle, celui de l'État centralisé qui tend à reprendre sa légitimité en France sous la seconde restauration, on l'entend très bien au bruit de machines, de cours et de grandes villes qu'il fait quand il avance. Et lorsque ce jeune curé fraîchement sorti du monastère vient interdire,
à ce que l'on danse le dimanche sur la place d'Azaï. Ce qu'il dit par son acte est à la mesure du monde qui s'annonce après lui. Celui qui nous dira qu'on est uniquement bien chez soi, ou bien là où l'on paye, ou bien là où on est surveillé. Et comme l'appuyait Courrier dans une note pamphlétaire à l'adresse d'un journal, le latin du moine est joli. Vous me demandez comment on va en paradis? Les cloches du couvent vous le disent, donnez, donnez, donnez. Mais voyons, on le sait, on est fortement remonté contre les moines que contre la fonction policière qu'ils revêtent, au même titre que toute fonction surveillante, dont l'autorité abstrait à la vie quotidienne du villageois, tout ce qui tombe sous son sens, tout ce qui le nourrit, le pain, l'ail, le ragot, la danse. Cette abstraction, cette distance naissante et grandissante entre la généralisation abstraite des lois et le monde rural, c'est avant tout le signe de la grande transition vers le monde industriel, et l'élément azaïrois s'en montre le symptôme résigné. Ce qu'on lui demande, ce n'est même pas d'accepter de ne plus pouvoir danser le dimanche, c'est de devoir ne plus danser. Ce n'est plus du tout la même chose. Car oui, malgré l'arrêté, on dansa hors du village, au bord du Cher, sur le gazon, sous la coudrette. Cela est bien plus pastoral que les échoppes du marché, de meilleur effet dans une églogue et plus poétique en un mot. Mais chez nous, gens du travail, c'est de quoi on se soucie peu. Nous aimons mieux, après la danse, une omelette au lard, dans le cabaret prochain, que le murmure des eaux et l'émail des prairies.